tout le monde, bienvenue à cette première émission de Entre les matchs avec Marc Touga. C'est la première émission aujourd'hui, ça va être une série d'émissions où on va rencontrer des joueurs, des entraîneurs, des personnalités de la PLSQ à peu près une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai avec moi Andrew Olivieri, qui est l'entraîneur-chef du FC Lanaudière, qui est aussi entraîneur-cadre de l'Association régionale de Lanaudière. Il a déjà travaillé au sein du programme national féminin canadien. Il a déjà été gardien de but pour l'Impact de Montréal. Fait qu'on va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Andrew, merci. Bonjour Marc. Bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité. Ça fait plaisir. Donc, parle-moi de tes deux rôles, entraîneur-cadre, Lanaudière et entraîneur-chef. Explique-moi les deux rôles un peu, puis j'imagine qu'il doit y avoir certains avantages à faire les deux en même temps. Oui, absolument. Je pense que ça faisait partie de la vision quand je suis arrivé dans la région de Lanaudière d'éventuellement avoir une équipe semi-pro ou équipe de PLSQ. Et est-ce qu'on attendait que ça allait être dans la première année? Pas nécessairement, mais on avait une opportunité où il y avait une équipe de notre région en PLSQ qui allait fermer leurs portes et on s'est dit pour la région, c'est nécessaire de le garder et ça allait avancer nos plans un peu. Alors, d'avoir le club et la région qui travaillent ensemble, qui sont sont les deux dans la même chose, ça faisait partie de la vision initiale. Mais toi, que tu fais ces deux postes, tu as comme une vision d'ensemble. Donc, est-ce qu'un nourrit l'autre? Parce qu'en étant entraîneur de l'équipe, de la première équipe de la région, dans le fond, puis en même temps, tu as une vision d'ensemble parce que tu es entraîneur-cadre, tu veux assurer le développement du haut, de bas en haut, de haut en bas aussi. Donc, à ce point de vue-là, c'est quoi les avantages? Bon, l'avantage, c'est, comme tu dis, c'est la première équipe être une continuité des programmes sport-études, des programmes qui commencent très jeunes en CDR et évidemment en sélection régionale. Et éventuellement, on aimerait amener les jeunes qui sont pas capables de se rendre ou n'ont pas l'opportunité de se rendre avec l'Impact de Montréal, avec les programmes nationaux. On leur offre quelque chose juste en dessous. Alors, une troisième division dans notre pays, c'est pas un mauvais objectif pour plusieurs joueurs, surtout de la région de Lanaudière. Alors, je suis capable de quand même encadrer tout le trajet du joueur à partir de nos clubs jusque dans l'équipe PLSQ. Et comme tu dis, le fait que j'ai les deux tâches à faire en même temps, pour une première année, ça faisait beaucoup de sens et c'était quand même la préférence de la région, mais ce serait pas quelque chose à long terme. Et éventuellement, surtout si on réussit à avoir une équipe féminine un jour, ce serait plus d'encadrer le club et pas de gérer le club. OK, parce que c'est ça, il va y avoir plusieurs équipes au sein du club. En ce moment, si tu avais choisi une autre voie, tu aurais pu être en train de te préparer pour les Jeux olympiques parce que tu travaillais au sein du programme national canadien. On t'avait offert de continuer comme entraîneur adjoint de John Herdman. Donc, si tu avais voulu, tu serais encore avec l'équipe puis tu serais en train de préparer les Jeux olympiques. Explique-moi pourquoi tu as choisi ce chemin-ci de revenir à la maison, si tu veux, puis d'agir plus localement. J'ai pris le même choix à deux reprises. La première fois, c'était quand j'ai décidé de laisser le programme national avant la Coupe du monde féminine qu'on a eue au Canada l'année passée. Et ça, c'était une question pour la famille. J'avais un jeune garçon qui avait 2 ans dans le temps, puis c'était difficile pour lui quand j'étais parti pour des mois de suite. Et c'était important pour la famille que je revienne à la maison. Et je regrette pas le choix. Même, je dirais, je regrettais partir de l'équipe nationale parce que j'aimais bien mon travail, mais j'aurais regretté plus pas laisser l'équipe. Alors, je suis content dans la décision. Et même avec les Jeux qui approchent, là. Et là, avec les Jeux qui approchent, John m'avait rappelé pour me dire qu'il aimerait que je revienne à temps partiel pour les Jeux olympiques. Encore récemment? Récemment. Pas récemment, mais au mois de décembre. Et j'ai pris quelques semaines passées. C'est persistant. Oui, on a eu une bonne expérience en 2012. On a eu du bon succès, puis je pense qu'ils voulaient ramener le plus de personnes qu'ils pouvaient de ce groupe-là. Et malheureusement, c'est un peu la même chose. 1 pour la famille et 2 avec le projet de FC Lanaudière. C'est une décision que la région voulait absolument que je sois l'entraîneur de l'équipe si on allait avancer cette première année. Alors avec ces deux choses-là en tête, je me dis c'est la bonne décision de rester à la maison et c'est pour ça que je suis pas là cet été. Et justement,
l'équipe canadienne féminine a gagné une médaille surprise un petit peu en 2012. Oui. Qu'est-ce que tu penses des chances à ces Jeux-ci de l'équipe de répéter ça, podium? Je vais parler de l'Italie, puis je vais dire que l'Italie est pas favori, mais l'Italie, c'est une équipe que dans l'Euro présentement et même dans presque tous les tournois, c'est aucunement une équipe favorite, mais c'est une équipe qui a la capacité de gérer un tournoi, de faire ce qu'il faut pour aller trouver des résultats, du succès. Et est-ce que je pense qu'une équipe comme l'Italie va gagner une médaille? Je mettrai jamais de l'argent dessus, mais je mettrai jamais de l'argent sur le fait qu'ils vont pas en gagner un. Puis je dis la même chose de l'équipe canadienne. On l'a vu en 2012, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait sur le terrain, dehors du terrain, de se rassembler, de gérer le tournoi, et ont réussi à gagner une médaille de bronze. Et est-ce qu'ils peuvent le faire encore? C'est très possible, même s'ils ne sont pas des favoris. Comme tu m'avais expliqué l'autre fois, c'est John Herdman puis le personnel d'encadrement, ils travaillent vraiment de travailler sur un tournoi à court terme, 3 matchs, tournoi à la ronde, éliminatoire. Ouais. C'est pas vraiment c'est comme très différent d'un championnat. C'est complètement différent. Ils travaillent vraiment la mentalité des joueuses pour performer dans ce format-là. Oui, c'est pas juste la mentalité, mais le côté émotionnel aussi du joueur et comment est-ce que tu gères pas jouer un match et potentiellement de pas jouer un deuxième, mais faut être prêt pour le troisième parce qu'on sait pas des suspensions, des blessures, le côté physique, comment bien se reposer entre les matchs, comment bien récupérer et le côté tactique. Et là, je pense que c'est là que John a réussi à faire beaucoup de chemin avec le programme féminin. C'était entre les matchs, les joueurs sont capables de s'adapter pour l'opposition qui arrive, les différents schémas tactiques, les différents problèmes que l'adversaire va causer. Alors, les joueurs sont très flexibles dans leur capacité de prendre l'information puis de l'appliquer puis de changer d'un match à l'autre. Et ça, c'est l'expérience que ça prend pour un tournoi parce que tu peux aller en plus grand détail considérant l'adversaire que tu ferais dans une saison. Je pense pas que tu mets beaucoup de détails dans une opposition avant un match de saison parce que tu vas voir 18 autres oppositions pendant la saison ou 18 autres matchs, mais quand tu sais des mois en avance qui tu vas jouer lundi, jeudi, samedi, tu peux bien préparer et ça, c'est le côté tactique est très important dans les tournois. Puis parle-moi, quand on s'était rencontrés il y a quelques années, quand tu avais commencé à travailler pour le programme national, tu m'avais expliqué que bon, t'avais plus ou moins, je sais pas si tu avais plus ou moins un plan de carrière, mais coacher des filles, des femmes, c'était pas nécessairement qu'est-ce que tu as envisagé, mais c'est John Herdman qui est venu te chercher, qui t'a convaincu. Puis explique-moi le processus qui fait que ta carrière est déviée vers le soccer féminin à ce moment-là. Oui, je pense que je n'avais pas vraiment une direction dans laquelle je voulais aller, sauf vers le haut. Je voulais travailler dans les programmes nationaux, je voulais travailler dans un bon environnement, faire une carrière dans le soccer. Et j'ai eu l'opportunité de travailler, de faire un camp avec John quand il est rentré pour la première fois, je l'ai rencontré pour la première fois. Et même si c'était avec l'équipe féminine dans le temps, c'était une opportunité que je voulais absolument vivre. Et après cette première camp, on a joué 2 matchs exhibition contre les États-Unis. J'étais vraiment impressionné par John, par la façon qu'il travaille, par tout ce que j'ai appris de lui dans une semaine. Puis je me suis dit, puis tout de suite après ça, il m'a offert un poste un peu plus permanent. Puis c'était difficile de dire non à cette opportunité de travailler avec lui, peu importe que ce soit du côté masculin, féminin. Puis ça l'a vraiment aidé ma carrière de pas juste entraîneur, mais de gestionnaire de programme, si vous voulez, comme entraîneur cadre. Et je regrette pas du tout l'opportunité, c'est excellent. Parle-moi de John Herdman, c'est un homme qui a beaucoup de charisme. Il fait ce qui fait qu'il va recruter des gens comme toi, comme d'autres personnes que peut-être c'était pas prévu, mais il réussit à les convaincre de les amener avec lui. Maintenant, avec les succès de l'équipe nationale depuis 2, 3, 4 ans, on oublie un peu qu'en 2011, après la Coupe du Monde, quand lui a pris l'équipe en main, l'équipe ne pouvait pas être un point plus bas qu'elle l'était. Ouais. Explique-moi le travail que lui et toi et d'autres vous avez fait pour rebâtir le moral, si on veut, de cette équipe-là qui fait que maintenant on a des grandes attentes pour les Jeux olympiques. Ouais, je pense que ça, c'était vraiment la première expérience de John avec l'équipe et de moi. C'était tout de suite après cette Coupe du Monde où l'équipe était au plus bas qu'elle pouvait être. Et je pense que qu'est-ce qu'il a fait, c'est... il y a beaucoup d'opinions. Si tu parles aux joueurs qui sont dans l'environnement, tout le monde qui était là dirait quelque chose de différent. De mon point de vue, je pense que ce qu'il a fait, c'est changer le comportement des joueurs.
Il était moins inquiet dans le soccer, il était plus inquiet dans les comportements des personnes, des individus, staff et joueurs. Et même il y avait du staff qui était là présent en 2011, qui ont continué. Et je pense qu'il a changé les personnes comme humains. On parle souvent de comportements de haut niveau, des comportements haute performants, et c'est ça qui l'a amené. Et là, après, avec ces comportements-là, avec ce caractère-là, là, tout était possible, puis on pouvait aller changer le côté technique, le côté tactique, le côté mental. Donne-moi un exemple côté mental, qu'est-ce que... Je pense que juste la conscience de soi, si on peut le dire en français, en anglais on dit consciousness, self-consciousness, self-awareness plutôt, la conscience de soi de qu'est-ce que je fais vraiment, est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais le mieux que je peux, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je suis honnête avec moi, est-ce que je suis honnête avec les autres, et surtout avec moi-même, est-ce que je suis honnête avec moi-même, et ça c'était la plus grande différence pour moi dans toutes les personnes dans l'environnement. Puis parle-moi un petit peu de Christine Sinclair. On a la chance d'avoir une superstar. Peut-être côté masculin, on rêve du jour, ou peut-être un jour, on va avoir un joueur de cette trempe-là. Mais du côté féminin, on l'a. Comme journaliste, je l'ai côtoyé un petit peu aux Jeux panaméricains et aux Jeux olympiques en 2012. C'est une personne très réservée, mais parle-moi d'elle en privé, comment qu'elle est comme personne, puis l'interaction avec ses coéquipières. Elle est privée. Je pense qu'elle est très privée et je dirais que je pourrais pas dire plus que toi sur elle. Elle met beaucoup sur ses épaules. Elle garde beaucoup à l'intérieur. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle sait qu'elle a beaucoup de responsabilités. Et je peux pas dire plus que ça. La personne qu'on voit sur la télé, c'est la personne qu'elle est dans la réalité. Ses amis, peut-être, sont capables d'aller chercher plus d'elle, pourraient te dire plus. Mais à part ça, c'est quelqu'un de très professionnel, le plus professionnel que j'ai courtoyé. Et elle met de la pression sur ses épaules et elle fait le plus qu'elle peut. Puis le vécu que tu as pris de cette expérience-là au programme national, à quel point ça te sert maintenant? Puis à quel point c'est différent, sélection nationale, puis un club FC Lanaudière où c'est un championnat de semaine en semaine? Ça pourrait pas être plus différent. Je pense que dans un programme national, peu importe de jeunes ou seniors, masculin, féminin, quand tu as des joueurs en sélection, tu les amènes pour un séjour de 12 jours, 15 jours, un tournoi d'un mois, tu as total contrôle sur l'environnement. Et si tu veux l'avoir, si tu fais ton effort comme staff de dire on va mettre les choses en ordre, on va structurer, on va être très planifié dans qu'est-ce qu'on fait, dans tous les sens, tu peux contrôler l'environnement à 90%. Il y a toujours le 10% où il y a quelque chose qui se passe à la maison du joueur que tu peux pas contrôler puis que ça l'impacte quand ils sont avec vous. Mais quand les joueurs arrivent, tu as le contrôle total pendant ton séjour. Alors, tu sais comment gérer un joueur, tu sais comment gérer un groupe, tu sais est-ce qu'ils ont besoin de plus de ci, plus de ça. On avait même dans le temps, on avait un bilan du joueur mentalement, physiquement, émotionnellement quand il rentrait dans l'environnement. Alors on avait, si vous voulez, un baseline du joueur quand il arrive. Et là, on le savait pendant les semaines comment qu'on pouvait avoir un impact sur ça, quand les choses allaient mieux, moins bien. Mais un club professionnel, c'est différent, mais un club comme la PLSQ, un club semi-pro, un club amateur, un club où les joueurs ont des emplois toute la journée, ils ont de l'école, ils ont une vie à la maison, t'as plus contrôle. Tu as juste contrôle quand il arrive à l'entraînement ou quand il arrive au match. Et tu peux essayer de faire ton mieux pour influencer le reste, mais il y a trop qui se passe dans la vie. Le jeune on a des jeunes dans l'équipe de 16 ans, sont en secondaire, et qui a une mauvaise journée, qui a coulé son examen. Quand il arrive à l'entraînement, t'attends pas que tu as un jeune qui est complètement démoralisé. T'arrives, puis l'entraînement commence, puis tu dois gérer cette situation-là. Tu as un autre qui a travaillé toute la journée, qui s'est blessé au travail, et là, il peut pas pratiquer. Mais c'était dans les plans qu'il soit une partie intégrale de l'entraînement. C'est complètement différent. Faut être plus dynamique du côté PLSQ dans un club. Est-ce que tu as eu besoin de t'ajuster? Parce que tu as été gardien pour l'Impact dans les années 2000, donc c'était avant la MLS, mais quand même, c'était la plus haute ligue que l'Impact pouvait jouer à ce moment-là. Donc, tu es habitué à un environnement professionnel à temps plein, à tous les jours tu t'entraînes. Est-ce que tu as eu tendance à appliquer ces mêmes paramètres-là quand tu es arrivé avec le FC Lanaudière? Il fallait que tu t'ajustes un peu ou tu savais? Non, je pense que premièrement, l'Impact même dans le temps, c'était plus professionnel que le PSQ. Tu avais des joueurs, c'était leur carrière.
Aussi, tu t'entraînais à tous les jours, pendant la journée. Alors, les joueurs allaient pas au travail ou peut-être il y avait des petits travails sur le côté. Alors, sur ce côté-là, ça se ressemble pas du tout. Mais aussi, ça faisait quand même très longtemps. Quand je jouais avec l'Impact, j'étais joueur et juste vers la fin de mon carrière avec l'Impact, je commençais à rentrer dans le coaching. Alors, toute mon expérience, la vraie vécu que j'ai eu dans le coaching était longtemps après l'Impact et ça m'a servi beaucoup plus pour l'FC que qu'est-ce que j'ai vécu avec l'Impact de Montréal. Parle-moi un peu de quand tu étais gardien avec l'Impact. Déjà gardien, c'est une spécialité que pas tout le monde fait. Mais être gardien numéro 2, c'est une spécialité en soi aussi. Tu étais en arrière de Greg Sutton à ce moment-là, qui gagnait les trophées meilleur gardien de l'année. En tout cas, celui qui le fait souvent. Fait que parle-moi, comment un gardien numéro 2 doit agir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour c'est pas facile. L'équipe? Ouais, c'est pas facile. Et je dirais, j'étais jeune et deuxième gardien. Et si je reviens dans le temps, c'était de signer avec Montréal. C'était peut-être une erreur de carrière. Je pense que jouer, c'est important quand tu es jeune et même comme deuxième gardien, c'est une chose, mais deuxième gardien derrière le gardien de l'équipe nationale, c'est peut-être pas le meilleur choix de carrière dans le temps. Et c'est pas facile. Puis je pense que si je reviens dans le temps, si je pense à mon rôle comme entraîneur maintenant et comment je gère le deuxième gardien, je me dis, j'étais pas un bon deuxième gardien dans le temps. Je faisais mon effort, je faisais tout ce que je peux, mais j'étais jeune. J'ai moins de maturité et je devenais entraîneur et là j'avais des opinions et on est frustré de pas être sur le terrain et je pense que ça c'est normal. Tu te laissais-tu gagner par le fait que tu y pensais toute la journée, mais là, t'as beaucoup de temps à penser? Faudrait, c'est ça. C'est ça. Ou c'est comme peut-être un vétéran en fin de carrière, lui, qui est numéro 2. Ouais. Ben, il sait mettre sa cervelle à off, puis pas y penser. Ouais. Je donne le meilleur parallèle pour moi, c'est être un entraîneur et être un entraîneur adjoint. C'est deux rôles totalement différents. Et totalement, être un premier gardien et un deuxième, c'est deux rôles totalement différents. Et tu veux te battre pour être le premier comme gardien de but, mais tes responsabilités à chaque jour, c'est différent. Parce que tu as d'autres responsabilités pour l'équipe. Tu dois être là pour supporter. Tu dois essayer de gagner la place, mais tu dois être aussi là pour supporter le premier gardien de but. Tu dois être là pour supporter l'équipe. Tu peux pas penser juste à toi. Et comme entraîneur et entraîneur adjoint, quand j'étais dans l'environnement, le programme national, j'étais entraîneur-chef de l'équipe U20. Puis la semaine après, je suis adjoint avec l'équipe senior et c'est des responsabilités totalement différentes. Et avec plus de maturité, c'est plus facile de faire les changements de caractère, les changements de caractère, d'action. Puis c'est pas facile quand t'es jeune, c'est sûr. As-tu des conseils pour les jeunes gardiens qui sont numéro 2 là-dedans? Là? Peut-être les gens qui nous écoutent en ce moment, il y a beaucoup de partisans de l'Impact, on présume. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, il y a le cas de Maxime Crépeau, un gardien québécois qui est là numéro 2, même numéro 3, qui patiente depuis quelques années. Je ne veux pas seulement parler de son cas à lui, mais des cas comme ça, d'autres gardiens numéro 2 ailleurs, avec d'autres clubs. Ouais. Quel conseil tu aurais pour eux de comment agir pour être juste sur la bonne ligne? Je pense que le meilleur conseil, et ça revient à ce que j'ai appris avec John et qu'est-ce qui a assez de changer dans tous les joueurs, c'est tu dois faire qu'est-ce qui est bon pour l'équipe et qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est bon, si c'est bon pour l'équipe, ça va, mais si qu'est-ce qui est bon pour toi est pas bon pour l'équipe, peut-être il faut considérer faire des choix difficiles. Alors, tu te bats pour ta place, tu fais le mieux que tu peux pour l'équipe et tu donnes à l'équipe qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu donnes à l'entraîneur qu'est-ce qu'il a de besoin, tu donnes à tes coéquipiers qu'est-ce qu'ils ont de besoin et tu vas avoir ta chance parce que tu vas mériter ta chance dans les yeux de tout le monde et tout le monde voudra que tu aies ta chance parce que tu es là pour eux. Une autre chose que je voudrais parler de toi, c'est le développement des gardiens au Québec, des gardiens québécois. Vu que tu étais gardien, tu as comme un œil spécialisé là-dessus. Non, c'est pas vrai. J'aime pas les gardiens de but. Effacez ça. C'est pour ça que tu n'es pas resté entraîneur de gardien longtemps. Tu es devenu entraîneur-chef assez vite. Tu sais, au fil des années, bon, l'Impact est là depuis 93. Il y a toujours eu des joueurs québécois dans l'équipe. Il y a même des joueurs québécois qui ont eu des rôles importants. Mais si je me souviens bien, il n'y a jamais eu de gardien numéro 1 québécois avec l'Impact. Est-ce que c'est là un signe que
le développement des gardiens québécois devrait être mieux ou c'est juste un signe qu'il n'y a pas de débouché, qu'il manque de débouchés? Parle-moi du développement des gardiens québécois, comment tu trouves que c'est au Québec? Mais je peux, peut-être je me trompe, parce que j'ai suivi énormément l'Impact, je sais pas, mais il y a eu combien de Canadiens, gardien numéro 1 canadien? Greg était canadien, mais était aussi américain. Je crois bien qu'il venait des États-Unis. Il y a Pat Harrington qui était... Ça fait longtemps. Pat Harrington, Paulo Ciccarelli qui était canadien. Il y a eu Pat Anstad pas longtemps. Matt Jordan. Américain. Donc, ça, c'est pas évident. Il y a juste un poste. Tandis québécois, tu peux avoir 2, 3, 4 même. Ouais. Il y a des années qu'il y a eu 10, 8, 10 Québec. C'est ça, sur le terrain. Mais gardien de but, c'est une position et il y a un partant. Et c'est pas facile. Alors, pour dire que parce qu'il n'y a pas de Québécois, ça veut dire que les choses vont pas bien dans le développement des gardiens québécois. Je crois pas du tout c'est le cas. Surtout, tu regardes un jeune comme Maxime Crépeau, c'est un excellent gardien de but. C'est le meilleur à son âge dans le pays. Il est avec l'équipe numéro 1 canadien. Il a joué un match, il arrive, il est encore jeune. On entend des rumeurs que peut-être il va en Europe, il va à Bologne, il va ici, il va là. Écoute, ça montre que les choses sont quand même bien. Il y a d'autres gardiens québécois, je me rappelle Julien Latendresse, je crois qu'il joue encore en Allemagne, qui est des bons gardiens québécois. Et le fait qu'il n'y en a pas avec l'Impact, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs québécois non plus qui sont sur l'alignement partant de l'Impact. Mais en ce moment, non. C'est plus restant qu'à l'époque. Dernier point, peut-être que j'aimerais toucher avec toi, c'est pour revenir à la PLSQ. Parle-moi à quel point, tu es avec la Naudière maintenant. Au début de ta carrière de technicien, tu as travaillé au Lac-Saint-Louis comme adjoint, après ça comme directeur technique. En quoi les dossiers que tu as, les choses que tu as développées à la Naudière, parce que Lac-Saint-Louis, c'est la plus grosse région au Québec, c'est qu'il y a une longue tradition du soccer avec des coachs de haut niveau qui datent depuis 50 ans et plus, tandis qu'à Naudière, c'est plus récent. En quoi les problématiques ou les dossiers à suivre, c'est différent? Bon, je pense qu'il est bien dans la province, on a quand même une bonne structure du côté technique dans le sens qu'il y a plusieurs dossiers qui sont pareils dans toutes les régions. On parle de sport-études, on parle de CDR, de PSR, de jeux techniques. Il y a plusieurs dossiers qui sont pareils. Alors, la gestion des dossiers peut être différente un peu, mais la plupart du travail, c'est quand même qu'est-ce que j'ai vécu au Lac-Saint-Louis. Juste avec un différent nombre de joueurs, différent nombre d'entraîneurs et même, je dirais, différentes cultures. Et c'est drôle, hein, on dit, mais la Naudière, Lac-Saint-Louis, c'est à 30 minutes à l'auto, mais c'est des différentes cultures. J'habite sur la Rive-Nord, j'ai habité à Montréal toute ma vie et j'ai habité pendant quelques années sur la Rive-Sud, 3 cultures différentes. Alors, je pense que ça, c'est une chose où il faut s'adapter, il faut comprendre les membres de notre région. Mais en même temps, il y a d'autres programmes où on a la flexibilité comme région d'implanter de façon différente d'une région à l'autre. Et je pense que c'est là où on essaie de faire le plus de progrès dans la région de la Naudière. C'est où on peut faire des choses différentes. De faire des choses qui sont là pour la région. Et notre réalité à la Naudière, on a 2 parties de région, nord et sud, qui sont quand même loin l'un entre l'autre. Et au Lac-Saint-Louis, tout était quand même assez proche, même si c'était une plus grande région en termes de nombre, pas en termes de géographie. Alors ça, c'est une dynamique qu'on doit gérer dans notre région. On essaie de mettre des choses en place pour respecter le fait que on a un aspect nord et un aspect sud dans la région. Il y a quand même des bons joueurs qui viennent de la Naudière. Oui, absolument. On pourrait penser qu'il y a moins de profondeur là, mais il y a Samuel Piette qui vient de la Naudière, qui est avec l'équipe nationale. Donc, penses-tu que la Naudière, où tu vois, c'est quoi le plan là, pour les prochaines années, c'est quoi les objectifs à long terme? L'objectif, c'est toujours de progresser les joueurs, de maximiser leur potentiel. Et je dis ça toujours autour de la région. Maximiser leur potentiel, c'est vraiment notre vision technique. Et ça veut pas dire les améliorer. Alors, on peut donner un ballon à 15 jeunes, les mettre sur un terrain, aller jouer, puis ils vont s'améliorer. Mais on doit maximiser leur potentiel. On doit faire un meilleur travail comme entraîneur, un meilleur travail comme formation des autres entraîneurs. On doit faire un meilleur travail d'encadrement, d'offrir les services nécessaires parce qu'il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel et on va même améliorer le potentiel en améliorant l'encadrement des joueurs. Alors, le joueur qui
qui va arriver à un tel niveau à cause de 2-3 entraînements par semaine. On va lui donner un 4e et on va améliorer les 4 entraînements, plus de potentiel. Alors, nous, c'est vraiment ça qu'on cherche. Et envoyer des jeunes du côté masculin à l'Impact de Montréal, l'Académie, envoyer des jeunes au CNHP du côté féminin. Au début, d'avoir une option PLSQ du côté masculin-féminin, c'est intéressant. Andrew, merci. Merci beaucoup, Marc. D'être le premier invité. C'est bien. Merci à vous d'avoir été là. Comme j'ai dit au début, c'est la première émission d'Entre les matchs. On rencontre des personnalités de la PLSQ. On va à peu près faire ça une fois par mois. Donc, on vous revient quelque part au mois de juillet avec la 2e émission. Merci. Merci.